Bonjour, vous êtes sur Envergure, Julien au micro. On va sûrement parler de création, de scoring, de maniement de balles. Aujourd'hui, peut-être de Kyrie aussi, mais pas que. C'est le deuxième épisode d'Envergure horizontale, le podcast qui décrit les rôles NBA et qui projette les prospects de la QV 2025 sur ce rôle. Aujourd'hui, l'épisode est consacré aux ball handlers et on reçoit Azad. Salut Azad. Comment ça va? Ça va bien Azad et toi? Bah ça va, super, en pleine forme. Et on a avec nous Hugues d'Envergure, bien sûr. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Azad, avant de te donner la parole, quelques précisions sur le concept du podcast. Le but est donc de décrire un rôle au mieux et de discuter d'éventuels prospects qui correspondent au rôle. On est trois, donc Azad pour définir le rôle et Hugues pour l'aspect prospect. Envergure, c'est un podcast dédié aux prospects NBA et pour ça, il faut faire ce qu'on appelle de la projection. Et pour les rôles NBA, on s'inspire notamment de big boards horizontaux. Hugues, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un big board et plus précisément un big board horizontal? Yes, totalement. Donc un big board, c'est une façon de classer les prospects qui vont rentrer l'année prochaine en NBA en faisant un équilibre entre leur potentialité, leur talent, entre guillemets, et la probabilité de réussite de ce talent-là. Donc des joueurs qui sont très talentueux et on y croit beaucoup, ils vont très très haut, et des joueurs qui peuvent parfois être moins talentueux et safe vont passer devant des joueurs qui sont très talentueux mais où il y a beaucoup trop de conditions pour réussir. Donc voilà, on essaie de trouver un équilibre là-dedans pour pouvoir à la fin vous sortir une liste infinie de joueurs on essaye de viser entre 30 et 60 joueurs à peu près, voire 100 quand on a des grosses QV. Et un big board horizontal, c'est notre façon de catégoriser les joueurs qui va être plus proche de ce que vont faire les franchises NBA en réalité, où vous allez avoir différentes colonnes. Chaque colonne correspond à un rôle NBA que le joueur aura ou en tout cas pourrait avoir selon nos estimations, et on va classer les joueurs dans ces colonnes-là en fonction, encore une fois, du potentiel, du rôle qu'ils pourraient avoir et à quel point on y croit ou pas. Ouais, donc en fait, les rôles qui sont annoncés sur le big board horizontal, ça dépend de la personne qui produit le big board horizontal. Yes, exactement. Alors bon, on utilise des outils un peu qu'on a pu observer en communiquant avec des gens qui sont bien plus talentueux et bien plus professionnels que nous. Et donc on a vu une façon NBA d'organiser les prospects, et donc on essaie de se caler à peu près là-dessus aussi pour être en cohérence et proposer aux gens qui vont lire ou nous écouter une analyse façon modèle NBA, et pour qu'à la fin ils soient sur quelque chose d'à peu près réaliste, et en tout cas qui puisse réellement aussi projeter pour leur équipe de cœur. Ouais, et après comme on disait un peu en off aussi, potentiellement un joueur peut être dans différents rôles selon qui l'analyse, ou même où est-ce que tu mets la vraie valeur, parce que je pense en interne on a aussi chacun de chez nous des rôles qu'on met plus ou moins en valeur, ou alors des compétences dans un rôle qu'on pense qui sont plus ou moins importantes pour être bonnes dans ce dit rôle-là. Et du coup, c'est vrai que potentiellement, un joueur d'un board horizontal à un autre, il va être un petit peu dans différentes parties, entre guillemets. Comme on disait, l'exemple en off, c'était soit d'être un ball handler, soit d'être en réalité un connecteur qui fait, vu que tu as ta capacité de portée de balle qui peut te faire toi un très bon connecteur, mais si en réalité il te manque d'autres qualités, ça fait pas de toi un très bon porteur de balle. Du coup, à quel point tu vas vouloir être un porteur de balle moyen ou être un connecteur élite, et qu'est-ce que tu vas mettre en avant dans ton board. Et ce que je trouve qui est intéressant, c'est que en vrai, il y a rien de figé, et en plus c'est un bon moyen de mettre en parallèle différentes façons de scouter et d'analyser aussi ce que les gens cherchent chez les joueurs, parce que je pense que à force de scouter, vous avez tous, sans faire gaffe, mais des billets parce que des analyses que vous avez l'habitude de suivre, ou même des anciens joueurs que vous avez eu l'habitude de scouter, forcément ils se sont imprégnés un peu dans votre manière de faire, et du coup il y a toujours des restes entre guillemets de ça. Donc je pense que d'avoir cette approche-là et de pouvoir comparer rien que les rôles et les joueurs qui sont dans les rôles, sans même où est-ce qu'ils sont classés dans ces rôles-là, ça peut être intéressant de voir où est-ce qu'il y a des dissonances, et ça peut en dire aussi beaucoup sur les joueurs de les retrouver du coup dans différents endroits. Ouais, exactement. Typiquement, tu vois, on en a parlé dans un podcast il n'y a pas très longtemps. Moi, les intérieurs montés très fins, maintenant je touche du bout du bâton. J'ai beaucoup plus de difficultés. Donc là, il y en a un cette année à Newell, dont peut-être vous avez parlé dans l'épisode
la semaine dernière, mon jeu. Tous les chiffres, tous les indicateurs sont au vert. Ouais. Et comme il fait quand même que 83 kilos, à mon avis, je suis en mode bon. Moi, en gros, le corps me rappelle Zik Nadji, les chiffres me rappellent Zik Nadji, tout est Zik Nadji-esque dans ce joueur-là. Donc, je suis en mode, Zik Nadji, je suis pas sûr de l'avoir top 10 de draft aujourd'hui. Donc, effectivement, on a des biais et c'est pour ça aussi qu'on essaye, quand on fait des scouting reports, on essaie d'avoir des doublons, des triplés, parce qu'on peut avoir un gros écart, entre nous. Ouais. Et on le sait aussi qu'en franchise NBA, notamment sur certains joueurs, il y avait dans une même équipe, dans un même management, t'as des franchises où ce gars-là, il le touche même pas au premier tour de draft, et d'autres qui vont l'avoir top 5. Et donc, ils ont des gros débats entre eux. Et donc, c'est ça qui est cool de toute façon. C'est d'avoir un maximum d'échanges et d'horizons possibles pour qu'à la fin, on essaye de trouver la réalité dans les justes milieux. Je précise quand même que Azranuel, il fait 100 kilos. Il fait pas 83. Non, mais non, C'est pour la démo. il fait pas 100 kilos. Il fait pas 100 kilos, il avait 77 l'année dernière, en high school. Donc, on verra les chiffres. Azranuel, 85 kilos, max. On prend les paris. Azad, il faut quand même que je te présente, même si je pense que beaucoup de monde te connaît. Donc, Celtics Blog, Dreamcast Show, intervenant au Basket Lab, du Le Trèfle, je le refais parce que ça me fait rire, de QI Basket, de Grenoble. J'avais oublié de dire que Excel aussi, non amateur d'Excel et de tableau. Et la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que le Celtics Blog? Alors, du coup, ouais, le Celtics Blog, ça appartient à SB Nation, du coup, qui est une agglomérat, une conglomération, je sais pas trop c'est quoi le mot adapté, mais en gros, ça réunit plein de sites internet de plein d'équipes, mais de franchises américaines de sport. Et du coup, bah, c'est Sport Nation Blog, et Sport Blog Nation. Et du coup, en gros, t'as celui pour les Hawks d'Atlanta, mais tu vas aussi avoir celui, je sais pas, pour les Boston Bruins ou pour les Boston Celtics ou pour les Canadiens de Montréal. Enfin, en gros, chaque fois qu'il y a une franchise de sport américain, il y a un blog qui est à peu près attitré. Je sais pas s'ils le font pour tous, mais entre guillemets, c'est un peu l'idée, c'est que chacune des équipes des franchises américaines de sport ait un blog attitré avec des gens qui écrivent dessus. Et du coup, celui du Celtics Blog, c'est celui sur les Boston Celtics. Et tu t'es fait repérer courant, si tu veux en parler. Ouais, moi je me fais pas repérer, je me fais, je force pour que les gens ils m'invitent, moi je me fais pas repérer nulle C'est la part. bonne technique, t'as raison. Moi je vais frapper aux portes parce que de toute façon il y a personne qui va venir me chercher, mais en gros, genre ils avaient ouvert des candidatures pour des postes de staff writer, et puis moi je m'étais dit, pour la blague ça peut être marrant, tu vois, de candidater, puis voir juste qu'est-ce qu'ils font passer à limite comme entretien, qu'est-ce qu'ils demandent et tout. Et en fait, bah, la blague a un peu dégénéré parce que du coup, il y a eu le premier round, c'était premier round, c'était de remplir un truc et d'envoyer ce que tu faisais et tout. Donc moi, j'avais déjà traduit certains de mes articles en anglais. Donc j'ai juste eu à les envoyer, je leur envoyais tout ça. Et ensuite, ils m'ont dit, OK, le profil est intéressant. Est-ce que tu pourrais écrire du coup dans les 36 prochaines heures un article fictif sur un trade fictif? Et le trade fictif, c'était Derek White contre Jaden Ivey et Tim Hardaway Jr. Donc il fallait faire... tu pouvais faire ce que tu veux en vrai. Genre, c'était juste ça, et ensuite, voilà. Pourquoi il fallait écrire ton article là-dessus. T'as mis combien de premiers choix de draft? Je crois qu'il y a même pas beaucoup de... Enfin, je crois que j'en ai pas abusé. Et en gros, j'ai essayé de tourner le truc en mode... Boston avait besoin de pression au cercle. Et du coup, avec Jaden Ivey, bah, ils obtiennent ça. Et du coup, j'ai mis les chiffres de pression au cercle de Jaden Ivey dans le mauvais spacing de Détroit. Et j'ai dit, bah, imaginez ce que ça peut donner du coup à Boston. Tout en sachant aussi que Boston va avoir des problèmes de cap, qui sont en train de changer de propriétaire. Et que du coup, il fallait aussi assainiser les finances. Et que du coup, ça permettait de le faire ça avec le contrat expirant de Tim Hardaway Jr. En gros, j'ai tiré un peu des grosses ficelles pour essayer de faire sens du truc. Mais... plutôt que faire faire un article en mode genre c'est terrible, on perd une légende ou nanana, j'étais plus en mode là. Alors, ça a du sens, faut juste gratter un peu quoi. Et au final, bah, je sais pas, ils ont dû se dire que ça fonctionnait, et du coup ils m'ont pris. Et après, au fur et à mesure, les articles c'est sur la base du volontariat entre guillemets, enfin la base du volontariat. T'as un quota à remplir, mais le mien était pas élevé, donc en gros je pourrais faire moins. Mais je me suis mis à faire les analyses de tous les matchs, entre guillemets, les 10 takeaways. En gros, sur chaque match, il y a 10 points tactiques. Et
de fil en aiguille, je suis venu passer quelques jours à Boston en mars pour la saison régulière. Et, euh, et là, ouais, 3 jours avant le début des playoffs, l'équipe PR des Celtics m'a envoyé un mail pour dire genre, bah, il y a ta place, voilà, si tu veux. En tout cas, on t'a ajouté pour les matchs à domicile et du coup, me voilà de retour à Boston. Nous, on a vu ça dans le scouting parce que tu dis qu'effectivement, quand t'es sur place, c'est pas le même boulot. Mm. C'est pas la même façon de regarder les matchs, c'est pas le, et c'est réussir à prendre de la distance par rapport à l'énergie que tu peux avoir dans un terrain et toi, ton côté aussi, amoureux de ce sport, avant tout, et notamment pour toi, pour ta franchise. Nous, on l'a vu dans le scouting, moi, j'ai eu la chance de voir des matchs avec, Alan et Pierre en vrai. Je sais que je suis incapable de faire ce travail, enfin, d'en faire mon travail parce que je suis le fou du bus et que je me laisse happer par l'énergie. Je suis allé voir au Madison Square Garden un Yukon versus St. John's. J'étais là avec mon petit carnet, mes petits trucs, mon petit téléphone ouvert en bloc-notes pour prendre des notes sur Liam McNeely, Alex Karaban de Prospect NBA. Et à la fin, j'étais en mode Yukon, Yukon, Yukon. Et donc on avait plus rien de qualitatif. Donc j'ai laissé ça à des gens bien plus qualifiés que moi. Et pareil, quand je suis allé voir le match à Chicago, bon là pour le coup, j'y allais pas du tout en mode je veux prendre des notes sur des joueurs, mais je voulais avoir un peu de recul sur des gars que j'avais suivis, des gars qui avaient fait des drafts, les Matas Buzelis et tout très récemment. Et puis en fait, très rapidement, tu cries sur l'arbitre avec beaucoup de respect. Tu dis y a faute, y a faute. Donc non, c'est très compliqué, surtout au début. Et si tu arrives à prendre rapidement le pas et tout, bien joué à toi. C'est un talent que je n'ai pas. Après, faut arriver à. C'est difficile parce qu'en plus, il y a des moments où je regarde même pas le match en direct parce que du coup, je veux choper la vidéo. Et du coup, je suis sur mon League Pass en train de retrouver la vidéo avec la connexion à chier du Tea Garden. Du coup, t'as un truc qui bug et t'as le truc qui est en train de se passer en dessous et tu veux récupérer. Parce que du coup, il faut que t'écrives l'article le soir même pour publier le lendemain matin. Donc, il faut que t'aies les extraits vidéo le soir et tout pour pouvoir les mettre dans l'article. Et là, jongler entre tout ça. Mais après, bon, t'as les trucs, genre pouvoir faire des trucs aussi en conférence de presse ou poser les questions tactiques directement au mec qui a mis en place le système. Bon, bah. Ouais, ça c'est Disneyland quoi. C'est Disneyland. Ouais, c'est vrai, pour le scouting, ce qui est intéressant quand tu vas en live, c'est de comprendre la dimension physique des athlètes que tu as en face de toi, quoi. Et c'est vrai que c'est un travail qui est très différent de celui de regarder une vidéo. Tu peux revenir en arrière. Puis il y a aussi l'attitude aussi sur le banc. On avait vu ça avec Manu, c'était l'année dernière. Ouais, c'est ça, avec les hachés. L'attitude, l'évolution de l'attitude de Rizaché sur le banc de Bourg-en-Bresse, c'était assez impressionnant. Bah, j'ai parlé avec un mec, putain, je sais plus comment il s'appelle, Matthew quelque chose. Il est scout pour les Suns, je crois. Il est scout pro, donc lui il scout les joueurs qui sont déjà pro en NBA. Et on s'était rencontrés dans la cafétéria du TD Garden. Autre truc qui est complètement genre... Enfin, tu vois, c'est un peu Disneyland quand tu parles avec des mecs qui bossent vraiment dans la NBA. Et il disait que lui il se déplaçait pour voir justement les comportements, la communication, où est-ce que les mecs ils portaient leur regard et tout. En fait, des trucs que tu vois pas à la télé, quoi. Ouais, nous on appelle ça les intangibles, hein, les Ouais. intangibles. Et alors autant on pourra jamais avoir accès de notre vision, on le rappelle à chaque podcast, la bio des joueurs. Donc quand on vous fait un podcast à chaque fois, on est en mode bon bah nous ça c'est l'avis du mec qui observe derrière. Mais voilà, la moitié du boulot, ça va être de regarder son comportement sur le terrain, sur le côté, et aussi d'aller chercher dans la vie un peu privée, quel est l'entourage, comment se comportent les joueurs et tout, parce que les franchises, elles font un investissement financier de talent, mais elles font un investissement humain. Et donc, si t'as un mec qui arrive et qui va te pourrir ton vestiaire ou qui va financièrement, et s'il se tient pas correctement, tu pourras pas le transférer derrière et donc tu vas perdre de la value, tout simplement financière. Parce qu'un joueur aujourd'hui contre un rookie, c'est 5-6 millions. Donc si le mec, c'est déjà un boulet, bah t'as 6 millions dans ton cap que tu pourras plus bouger. Et ça crée des problèmes. Donc, la moitié du taf, c'est pas ce qu'on fait nous. C'est se renseigner sur les gars et savoir s'il est plutôt bien calé, bien posé, ou si à côté de ça, c'est Kéké compagnie. Azad, cette fois-ci c'est à toi, pour présenter le rôle de Bolender. En gros, c'est un joueur de basket, un porteur de balle finalement. En 2025, un porteur de balle, c'est un joueur de basket. Donc après, comment on définit les différentes cases de porteur de balle?
Parce que du coup, Il est tous les... bon. Il est très très bon. Non, mais Il rebascule le truc. Tu vois que c'est un professionnel. Mais c'est vrai que, tu vois, porteur de balle, mais c'est là où c'est hyper important. Et tu vois, si une équipe comme les Celtics, elle est aussi bonne, c'est parce que sur son terrain, elle a 5 porteurs de balle. Et en gros, ce que ça veut dire, elle a 5 joueurs qui sont capables de faire quelque chose avec le ballon dans les mains qui soit autre chose de passer, shooter ou juste finir au panier. Mais par contre, ils peuvent pas faire tous la même chose avec ce dribble-là. Et en gros, pour moi, un petit peu les différentes catégories de porteurs de balle, c'est à quel point tu as besoin d'autrui pour créer un décalage. Parce qu'en gros, l'essence du basket, c'est de créer un décalage. C'est le principe numéro 1, entre guillemets, pour gagner au basket de manière collectivement, c'est que tu veux créer un 2 contre 1, un 3 contre 2, un 4 contre 3, un 5 contre 4. Et du coup, des mecs qui sont des porteurs de balle, parce que par exemple Sam Hauser, c'est un porteur de balle finalement, c'est un mec qui peut attaquer un close-out. Pour attaquer un close-out, il faut avoir le ballon dans les mains, il faut dribbler, mais par contre, pour qu'il puisse le faire, il va avoir beaucoup d'espace. Alors que tu vas avoir d'autres joueurs dans la même équipe qui sont des porteurs de balle, mais du coup qui vont être primaires, et qui eux ont besoin de presque rien pour créer le décalage. Et du coup, en gros, pour moi, les porteurs de balle primaires, du coup, peut-être notre premier sous-rôle parmi le rôle du porteur de balle, ça va être le mec qui peut créer à partir de rien, entre guillemets. Est-ce que ça vous convient comme définition du porteur de balle primaire ? Je vais te dire non. Ok. Parce que chez nous, le porteur de balle primaire, il peut créer pour lui et pour les autres. Il va créer à partir de rien pour lui et pour les autres. Là où on va avoir des porteurs de balles secondaires qui vont être des joueurs qui vont être capables de créer leur propre espace, évidemment, et qui ensuite dans le passing, ça va être une option numéro 2 et ça va surtout être des joueurs qui vont être efficaces sur du drive and kick. Tu vois, Okay. L'exemple Boston, il est intéressant parce que si je suis observateur extérieur, je pourrais presque te dire que Boston, sans dénigrer les progrès à la passe qu'a fait Jason Tatum depuis ses années à Duke, Boston jusqu'à très peu de temps n'avait aucun ball handler principal d'après la catégorisation scout comme nous on peut le faire. Et vous avez des joueurs qui ont évolué dans ce rôle-là et qui collectivement sont, enfin c'est un monument collectif, hein, cette équipe des Celtics, mais dans le tri, en gros le modèle un peu joueur héliocentrique mais qui peut créer pour tout le monde, les Celtics l'ont pas. Donc porteur de balle principal, ça va être ça au début, ça va être capable de créer pour toi, pour les autres, effectivement à partir de rien. Et ensuite on va décliner sur du secondaire plus, les joueurs qui vont être, Jason Tatum par exemple est un porteur de balle secondaire plus, et qui devient border de balle principal vraiment de très très haut niveau parce que les progrès collectifs et de lecture de jeu sont exceptionnels. Et Jude, par exemple, toi tu m'as parlé tout à l'heure quand on préparait l'émission d'un garçon comme Anthony Edwards. Anthony Edwards au début n'était pas un joueur qu'on catégorisait en tant que ball handler, porteur de balle principal, dominant ball handler 1. Dans notre catégorie qui en fait a le plus de valeur, hein. Un ball handler 1 c'est la catégorie la plus élevée, c'est-à-dire que je peux créer mon attaque sur ce joueur-là entre guillemets initialement, et Anthony Edwards est devenu ce joueur-là aussi par la force des choses comme un Jason Tatum. En tout cas il le devient et il progresse de jour en jour et d'année en année. Ouais, là on enregistre début mai et Edwards il vient de faire un match où il shoot à 5 sur 18 je crois. Ouais, il fait 0 sur 10 de loin. Là. Et je crois qu'il a un 0 sur 11, c'est ça que tu viens de dire ? 0 sur 11 à 3 points, je crois. Et pourtant, il a un poids sur l'attaque qui est énorme sans scorer, quoi. Avec un scoring qui est vraiment bas, quoi. Moi, j'ai une question un peu simple avant de relancer Azad, c'est est-ce que pour être ball handler, il faut savoir vraiment manier la balle alors du coup ? Ouais, pour moi, il faut avoir une garantie. Faut avoir presque une assurance tout risque de ce que tu vas pouvoir faire avec le ballon entre guillemets, parce que du coup, le porteur de balle primaire, et je pense que c'est peut-être, tu vois, les shooters pour les évaluer, on regarde pas forcément les pourcentages, on regarde à quel point le mec il te défend off ball. Genre quand t'es quand t'es côté faible. Pour évaluer la valeur d'un shooter à 3 points, tu te dis à quel point le mec il est en tête de raquette ou est-ce qu'il est dans ton froc. En vrai, c'est
tu vois, c'est un bon moyen de savoir si le mec, en fait, il est respectable à 3 points, il a une valeur ou pas. Concrètement, son pourcentage, c'est peut-être moins un bon indicateur que vraiment comme il est défendu. Porteur de balle, bah, est-ce que ce serait pas finalement un peu pareil, entre guillemets? Et du coup, bah, les mecs qui vont être des porteurs de balle primaires, il faut qu'ils soient capables de gérer ça, la pression d'avoir 2 porteurs de balle, casser les prises à 2 avec leur dribble ou avec la passe ou avec justement genre la lecture. Et du coup, ben, je trouve que c'est un peu ça. Et là où peut-être l'évolution des porteurs de balle, elle est terrible pour les joueurs petits, c'est qu'avant, je pense que les porteurs de balle historiques, c'était des petits. Ouais, j'allais dire des nains, mais on va dire des petits. Et sauf que maintenant, tu te fais doubler par des mecs qui font 2 mètres. Quand t'as Dorian Finney-Smith et Jared Vanderbilt qui t'arrivent sur la tronche, là, je suis désolé, Tyus Jones, tu peux pas passer au-dessus, quoi. Alors que du coup, je pense qu'il y a une valeur aussi qui va venir petit à petit au-delà du dribble pour être un porteur de balle primaire, c'est qu'il va falloir être assez grand pour pouvoir passer au-dessus des couvertures agressives qui vont arriver sur toi. Et je pense que avant, tu pouvais être un porteur de balle petit. J'ai l'impression que pour différentes raisons, la taille d'un porteur de balle devient de plus en plus importante. Et je pense qu'en attaque, c'est par rapport à comment tu peux casser des couvertures défensives agressives. Et en défense, c'est comment tu n'es pas un mismatch. Et parce que quand tu regardes Boston, par exemple, ils avaient construit une défense d'élite, entre guillemets, parce qu'ils avaient Marcus Smart comme meneur de balle. Et Marcus Smart, c'est pas un porteur de balle incroyable. Bon, moi, c'est mon joueur préféré, mais je suis très conscient des défauts qu'il peut avoir structurellement en attaque. Mais défensivement, tu joues sans aucun mismatch. Et quand tu as des porteurs de balle qui sont censés être ton joueur le plus petit ou qui est le plus facile à attaquer, si ton porteur de balle, par exemple, c'est Franz Wagner, bah, tu vois, défensivement, tu commences à construire une coquille qui est assez solide et qui va moins prendre l'eau. Bon, là, il faisait jouer Corey Joseph en meneur de jeu du côté d'Orlando, mais Corey Joseph, il joue en tant que meneur de jeu, donc c'est-à-dire quand ESPN met son nom au début du match, c'est marqué point guard. C'est-à-dire qu'il porte pas la balle, donc c'est pas un point guard, c'est un spacer à tout casser. Mais du coup, je pense que la taille aussi, en plus du dribble, c'est des choses qui sont vraiment très importantes pour ce rôle-là. Alors là, tu parles de deux choses, là, donc maniement de balle et de la taille, et je pense que c'est deux choses Ouais. qu'on voulait évoquer. Mais pour finir avec le maniement de balle, qu'est-ce que tu vas regarder chez un joueur pour dire, ok, il manie bien le ballon, quels sont les critères que t'as toi pour définir ça? Genre pourquoi Jordan Walsh n'est pas un porteur de balle? Laisse-le tranquille, s'il te plaît. J'adore Jordan Walsh, hein. Pourquoi Jaden Springer n'est pas un porteur de balle, voilà. Parce que il y a des trucs qui sont, t'as des chiffres pour l'évaluer, je pense, comme bah, du coup les notions de perdre, tu vois le volume de tes ballons qui sont perdus par une mauvaise passe ou par un ballon qui est perdu parce que t'as perdu le ballon. Et ça, tu le vois, t'as les trucs sur Basketball Reference, tu peux splitter un peu en deux les pertes de balles, donc déjà t'as ces notions-là. Et je pense qu'ensuite, c'est en fait la capacité de juste t'adapter en temps réel au dribble, enfin, avec ton dribble entre guillemets, parce que du coup, c'est un peu ce truc que... C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de faire des get action où tu fais un pick and roll sans ballon qu'un pick and roll avec un ballon, parce que du coup c'est hyper chiant d'emmener un ballon, il faut que tu le traînes avec toi tout le temps, entre guillemets, que tu le fasses rebondir et qu'il vienne avec toi. Donc c'est à quel point le ballon n'a pas l'air d'être un poids pour toi quand tu te balades avec sur le terrain, entre guillemets, et à quel point du coup t'es libre de tes mouvements malgré le fait d'avoir ce ballon-là. Donc, tu vois, esthétiquement parlant, il y a des mecs qui dribblent très bien. Paul George, par exemple, il dribble très très bien. C'est très beau comment il dribble Paul George. J'ai pas l'impression qu'il soit très à l'aise pour pouvoir aller vraiment partout sur un terrain. Et j'ai l'impression qu'à l'inverse, tu vois Kawhi qui était hyper rigide. De plus en plus, il a développé un dribble qui était peut-être plus bas et un peu plus rythmé pour pouvoir justement avoir plus de... En fait, ton ballon, quand il est en l'air, t'es un peu niqué parce que tu peux pas bouger. Il faut que... En fait, c'est dès qu'il est par terre qu'il peut bouger. Donc, il faut que t'arrives, malgré que tu sois grand, à avoir un dribble qui est proche du sol. Et quand tu vois, par exemple, Doncic, la manière dont il peut dribbler entre les jambes et en étant lent, il peut prendre les gens de vitesse, c'est parce qu'en fait, il dribble tellement bas que les angles il peut passer d'un angle à un autre très vite. Donc ta capacité de rester proche du sol et de constamment être un petit peu en fait
de mettre la pression un petit peu en montrant que toi, tu peux aller partout à n'importe quel moment, et du coup, tu crées une sensation dans la défense qui, elle, du coup, elle doit être un peu sous la corde vive, et c'est ce truc-là qui fait que tu vas être un bon porteur de balle, c'est que c'est le moins de rigidité possible. Après, il y a l'esthétique qui est hyper important. Enfin, non, mais c'est comme, en tout cas, il y a une évaluation de l'esthétique qui est très mise en avant dans le dribble. Moi, c'est plus à quel point c'est fonctionnel et à quel point, du coup, tu peux te sortir de situation sans créer de perte de balles et sans, du coup, perdre non plus trop de temps. Parce que tu as aussi la notion que 24 secondes, ça passe très vite et que, du coup, si tu arrives à mettre beaucoup de pression sur un porteur de balle, tu vois, tu passes le terrain à la 16e seconde ou 17e seconde, une prise à deux, tu fais perdre 5-6 secondes, à quel point, tu vois, tu peux pas perdre trop de temps là-dessus, donc, à quel point c'est fonctionnel ton dribble, à quel point, en gros, ça t'empêche pas de bouger et de réaliser ce que tu veux faire en attaque, quoi. Ouais. Et en fait, je te posais la question, je vais te lancer Hugues justement là-dessus. C'est parce que nous, on essaie d'avoir une évaluation sur le maniement de balle en regardant tout ce qui est variation et Ouais, j'allais exactement aller là-dessus. Nous, on parle beaucoup de la variation de rythme et être capable donc de créer ton écart. Et il y a trois critères qu'on fait assez régulièrement venir. Ça va être tes changements de vitesse. Est-ce que tu es capable d'accélérer, mais surtout de décélérer en réalité? Tu as donné l'exemple Luka Doncic par exemple, qui est un excellent exemple, c'est que Luka Doncic, il part pas forcément très vite, ou il est James Harden, mais il peut décélérer, accélérer, décélérer, accélérer, et ça va par cette justement hauteur de dribble là. On va aller aussi sur le changement de direction. T'as des garçons qui sont, tu l'as dit, très smooth, main droite, main dominante, main forte, qui sont capables vraiment de, voilà, le ballon c'est un prolongement de leur corps sur leur main dominante, mais quand tu vas leur donner une direction pour les obliger à partir sur leur main faible, à ce moment-là c'est beaucoup plus facile de les défendre parce que de l'autre côté il y a beaucoup moins de réactivité mécanique, de fluidité et de gestion. Et donc un porteur de balle de très haut niveau dans notre évaluation, c'est qu'il est capable d'utiliser sa main droite et sa main gauche, en tout cas au niveau universitaire et ensuite en la projection au-dessus, de façon assez équivalente ou en tout cas viable. Franz Wagner, par exemple, moi j'ai eu un défaut d'évaluation sur Franz Wagner parce que Franz Wagner, il faisait très bien des choses sur sa main dominante et j'avais du mal à voir comment il pourrait le rendre viable sur sa main faible, et donc je me suis un peu trompé là-dessus, et enfin donc j'ai dit changement de direction, changement de vitesse, et enfin tu l'as dit aussi sur le corps des mecs comme Kawhi Leonard par exemple, dans la création de rythme, ça va être leur aussi capacité à imposer leur physique, à imposer leur dribble sur les défenseurs, notamment là regardez la prochaine draft, j'ai Cooper Flagg en porteur de balle. Pour moi, Cooper Flagg est un créateur d'attaque parce que Cooper Flagg va imposer ses épaules ultra larges dans son dribble pour pouvoir aller où il veut sur le terrain, dans sa navigation. Alors que tu as des joueurs, notamment, je pensais à Franz Wagner tout à l'heure, qui portait le ballon, mais je le voyais pas dominer physiquement, et donc je me disais, ce genre de mec-là, quand il va se prendre des impacts défensifs par des gars qui ont l'habitude de pouvoir lui donner du répondant, à ce moment-là, on va le limiter dans ses orientations, on va le limiter dans sa facilité à avoir ses spots sur le terrain individuellement. Et donc chez nous, on regarde beaucoup ça. Et ensuite, et juste tu me coupes s'il y a besoin, le pick and roll va être effectivement pour nous un indicateur, un outil d'évaluation de la qualité du porteur de balle pour plusieurs choses. T'as parlé des... T'as tout en fait dans le pick and roll pour évaluer un porteur de balle quasiment. T'as la lecture, t'as le dribble, t'as la passe, t'as le shoot, t'as la taille, enfin... Tu vois, t'as un peu tes capacités de punir un mismatch, il y en a un, la capacité d'anticiper les lectures et les couvertures défensives, enfin... C'est comme ça que tu vois, si tu avais un exercice, oui, s'il y avait qu'un seul truc pour évaluer un porteur de balle, ce serait ça plus que le drive, entre guillemets. Clairement. Parce que le pick and roll, tu viens exactement de tout écrire. Ce qui va séparer pour moi les excellents porteurs de balle et les bons porteurs de balle, mais que je vais avoir peut-être sur du rôle du coup secondaire au niveau du dessus. Et tu l'as dit quand tu as parlé des trappes, des blitz, les défenses peuvent faire un monter à deux sur toi. C'est est-ce que tu peux désengager ton ballon? Est-ce que tu peux reculer avec ta balle? Est-ce que tu peux gérer ce timing-là et ensuite projeter ta passe pour le mec qui roule, ou s'il y a une rotation pour les corners, etc. Est-ce que tu as cette capacité de gérer sur l'instant? Et puis,
ça va être un peu ballot, hein, quand un peu bateau surtout, ça va être la capacité aussi à tirer quand les défenseurs passent sous les écrans. Parce qu'à un moment donné, t'as énormément d'excellents porteurs de balles universitaires où quand tu la regardes, tu te dis ah ouais, ce mec-là il peut jouer des pick and roll en NBA. Sauf qu'en NBA, un jour les défenses ils vont passer en dessous. Les défenses elles vont te dire ben vas-y, prends, tire. Toi t'as vu le Magic. Le Magic, ils ont un Jalen Suggs, par exemple, qui était un incroyable porteur de balle à Gonzaga, qui est un bon shooter à 3 points sur du catch and shoot, mais quand il est arrivé en NBA, on lui a dit punis-nous, fais-nous te respecter sur la défense. Et donc t'as des garçons comme ça qui passent pas le step. Moi, dans mon équipe des Bulls, il y a un mec qui s'appelle Ayo Dosunmu, qui était un meneur incroyable à l'université avec 3 ans de fac. Sauf que arrivé au niveau du dessus, les défenses elles passent dessous et ils ont pas cette capacité à tirer en mouvement, tirer en pull-up, tirer en dribble. Et donc, ça te fait basculer sur... Alors, sauf si t'es un monstre physique ou t'as d'autres qualités, mais ça te fait basculer souvent dans la catégorie juste du dessous. Donc, on a des échantillons, on essaie de faire un mix de tous ces outils-là. Et quand tu réponds le plus de cases possible, quand tu coches le plus de cases possible, alors tu peux passer en porteur de balle principal. Mais pour moi, un mec qui peut tirer lorsque la défense passe sous l'écran et qui peut gérer une trappe, soit par son dribble de désengagement, soit par sa qualité de passe, alors ça me donne des très très bons indicateurs de réussite au niveau du dessus. Ouais. En fait, le dribble, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point à quel point tu peux le garder dans toutes les situations. Tu vois, je pense à Steve Nash, à quel point, tu peux mettre 4 Golgoth dessus, il va quand même garder le truc, même à 2 cm du sol, mais le ballon reste en vie, entre guillemets, et à partir du moment où t'as les deux mains sur le ballon, voilà. Donc c'est à quel point, tu vois, faudrait avoir le to-end rate, tu vois, d'un joueur pour voir à quel point le mec ne met jamais les deux mains sur le ballon, pour voir à quel point il est à l'aise, entre guillemets, avec son dribble, quoi. Donc là, vous parlez du dribble. Hugues, tu as parlé aussi du scoring. Si Azad, tu veux rajouter quelque chose, parce que le scoring, ça paraît une arme essentielle pour être un primary ball handler, je pense. On avait fait un épisode avec Guillaume sur le Basket Lab, sur la passe, juste sur la passe, entre guillemets. On avait fait les meilleurs passeurs, mais le but c'était de parler de la passe en elle-même. Et en fait, si t'as pas de scoring, si t'as pas ce que Guillaume appelait la gravitas, si t'as pas de gravité au scoring, tu vas pas pouvoir passer. En fait, si t'as pas l'endroit où passer la balle, ça sert à rien de bien savoir passer le ballon, entre guillemets, quoi. Du coup, si tu crées pas de gravité avec ton scoring ou avec ton physique, ça va clairement manquer. Donc ensuite, le scoring, ce qui est bien avec le scoring, c'est qu'il peut prendre différentes formes. C'est pour ça que tous les porteurs de balles ne sont pas les mêmes, entre guillemets. Je pense que Zion Williamson, c'est un porteur de balle primaire dans votre évaluation, du coup, ou pas? On aurait aimé qu'il le devienne, Ok. mais j'avais pas suffisamment de choses pour le faire passer là-dessus. Ok. Paolo Banchero. Paolo Banchero, c'était la limite pour nous entre un porteur de balle primaire et un porteur de balle secondaire. Moi, je l'avais en primaire, d'autres l'avaient en secondaire, tu vois. Bon, Kero, pour moi, le scoring, il est pas assez implacable pour avoir une telle gravité, alors que Zion, c'est le mec là c'était Owen Phillips qui avait mis un graphe sur les mecs les plus doublés depuis 2000, depuis qu'il y a du tracking data, donc depuis je crois 2014, et t'avais un gros nuage de points à gauche, et tout à droite, t'avais un point tout seul, c'est Zion Williamson, où en mode, en fait, bon, il a aussi toujours été doublé parce qu'il a joué quasiment qu'avec des tanches, mais aussi parce que le mec est juste inarrêtable en 1 contre 1, et le truc, là, tu vois, tu peux passer sous les écrans sur les pick and roll, mais le problème, c'est qu'il engendre une telle force, une telle inertie, et qu'il a un tel toucher, qu'en plus, il a une détente, horizontale, entre guillemets, donc il saute pas très haut. Ouais, bon. J'aimerais bien sauter aussi haut, surtout avec son corps, mais il saute pas très haut, mais il saute loin, entre guillemets. Donc il gagne du terrain de tellement de manières différentes que ta gravité au scoring est hyper importante, et du coup, lui, il s'en sert extrêmement bien. Tu vois, là où un mec comme Kevin Durant, sa gravité au scoring, il en a pas fait autant que peut-être sa gravité au scoring aurait pu permettre, entre guillemets. Après, il a été peut-être défendu aussi d'autres manières parce que c'était pas un joueur qui était facile à doubler parce qu'entre guillemets, il avait un régime de tir que c'est difficile à défendre, un peu ces mi-distances qui sont du coup des zones pas rentables, mais lui, il est tellement efficace sur ces zones pas rentables que difficilement tu vas envoyer une deuxième personne. Donc lui, c'était plutôt entre guillemets, un mec qui faisait énormément de 1 contre 1 et du coup te permettait d'avoir un niveau plancher très haut, mais qui faisait pas péter le potentiel parce que t'allais pas foutre énormément, t'allais pas
juste un peu designer ta défense autour de lui, alors qu'un porteur de balle comme Curry, bah peut-être qu'à la base il a pas la passe d'un Trae Young ou d'un Liberton, mais vu que tu dois envoyer 3 mecs sur lui, bah au final, et en plus de ça, il est pas si mauvais à la passe. Donc il peut quand même en profiter, mais il est pas grand par exemple, tu vois, donc il peut pas passer par-dessus énormément de choses et tout. Et aussi au fur et à mesure, il a progressé sur son dribble et il a aussi pris plus de bulk, je sais pas c'est quoi le mot en français, mais tu vois, corporellement, il peut plus encaisser aussi la pression. Et du coup, bah lui, il a une telle gravité de scoring et de shooting que bah tu peux être un porteur de balle principal parce qu'en fait t'es obligé d'envoyer 2 mecs sur lui. Et Anthony Edwards, c'est un peu ce qui est en train de se passer, c'est pas un passeur fantastique, entre guillemets, c'est un bon passeur de driving kick pour l'instant, mais du coup, avec la telle gravité qu'il a au scoring, bah il y a des poches de passes qui s'ouvrent au fur et à mesure. Est-ce qu'il sera capable d'en profiter? Ça, c'est une autre question. Mais du coup, ça en fait de lui potentiellement un porteur de balle très intéressant parce que structurellement, tu crées des décalages. En fait, si tu as une telle gravité au scoring que tu crées un 2 contre un 1 contre 2, ça veut dire qu'il y a un 4 contre 3 de l'autre côté et tu as créé ton décalage et c'est encore une fois l'objectif de tout ce qu'il y a derrière, quoi. Hugues, tu veux rajouter quelque chose? Tu as parlé de la menace pour le pick and roll avec le shoot extérieur. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter sur le scoring au cercle ou d'autres? Scoring au cercle, pas forcément. Nous, ce qu'on regarde beaucoup quand on va regarder un joueur qui peut du coup créer balle en main et attaquer, ça va être effectivement sa proportion de paniers qui vont être issus ou non d'une passe décisive, à quel point le joueur a réussi à se faire son décalage. Pour revenir sur le mi-distance qui avait été donné, il est pas rentable, c'est clair. En niveau inférieur, nous on le value uniquement si il est créé par lui-même. On value le mi-distance quand le joueur a réussi à faire son écart lui-même. Quand le joueur nous montre que, bah en fait, même dans des situations très complexes, le bad shot making, il pourra rendre la possession viable. Et j'aimerais bien juste revenir sur la taille, sur la notion de taille, parce que c'est un truc. Je sais pas à quel point c'est une réalité, mais quand on est arrivé dans les années 2017, 18, 19, on a eu le fantasme beaucoup du grand ball handler. Fantasme qui a été mis en place par certains joueurs, notamment Ben Simmons l'a été, Lonzo Ball dans une certaine mesure l'a été, et on a cherché beaucoup les grands ball handlers en disant que bah quand tu faisais moins de 6 pieds 3, c'était la limite, hein, c'est la taille réglementaire globalement pour la draft, moins de 6 pieds 3, tu serais pas drafté au premier tour. Ou en tout cas, tu seras pas pris l'autre pick. Uniquement, exception incroyable, Darius Garland. Darius Garland a été 5e choix de draft en faisant 6 pieds à tout casser. Et t'as des joueurs qui ont perdu beaucoup de valeur là-dessus. Historiquement, sur les 24 dernières années, et on peut regarder la décennie, la plupart des très très grands, enfin des très forts ball handlers, en tout cas des stars qui tiennent beaucoup de ballons, qui jouent beaucoup de possessions, sont encore des joueurs assez petits. On a beaucoup de mecs très très bons qui font moins de 6 pieds 3. La condition en fait pour que ça fonctionne beaucoup, elle est pas tant à la taille, c'est effectivement gros volume de tir et imposer ta physicalité. C'est que tu peux être petit, mais il faut que ton corps, ta façon de jouer, impose à la défense de réagir et que tu ne tiennes pas le duel. Typiquement, je vais aller sur un exemple moins flatteur que les joueurs Hall of Famer dont on parle tout à l'heure, un Cam Thomas, qui pour moi n'est pas un ball handler principal, mais on va aller sur un ball handler important en termes de nombre de possessions jouées. Cam Thomas est petit pour son poste. Il joue deuxième arrière globalement avec beaucoup de possessions, il fait un petit 6 pieds 3, mais Cam Thomas a ce truc de mon corps va me permettre d'aller où je veux et mon scoring ne va pas être affecté par le défenseur que je vais avoir en face de moi. Cam Thomas, tu peux lui mettre à peu près n'importe qui en face de lui, il va réussir à se créer quelque chose en fonction de sa vitesse ou de sa puissance. Donc voilà, la taille, effectivement, quand t'es grand et que tu peux faire plein de choses, c'est trop bien. Scottie Barnes, tu vois, Scottie Barnes, moi je l'avais deuxième de mon board vertical parce que je me dis Scottie Barnes en fait il fait 2m01, il fait 6 pieds 7 et il peut quasiment tout faire balle en main, il peut défendre tout le monde et il peut faire beaucoup de choses. Ça a énormément de valeur. Faut pas non plus
éliminer si rapidement les joueurs un peu plus petits. Là, par exemple, Scoot Henderson, il faisait 6 pieds 2. Il y a des gens qui ont dit, bon, bah, Scoot Henderson, est-ce qu'il peut réussir ou pas? Il reste 3e choix de draft et c'était un fort talent. Donc, voilà. Ouais, après, le truc de la taille, c'est aussi le compromis défensif que t'as en moins si tu fais pas la Bien taille sûr. de Garland. Parce que du coup, Garland, défensivement, bah, c'est un mec qui se fait attaquer à chaque match, je pense. Enfin, sur des attaques qui peuvent attaquer des mismatchs, entre guillemets. Alors que je pense que, tu vois, un mec comme Tyrese Haliburton, qui est un porteur de balle primaire et qui est un meneur de jeu, mais il est plus grand, quoi. Donc concrètement, tu peux plus actionner une défense autour de ça, malgré ses défauts de mobilité ou même d'engagement défensif. T'as moins. C'est quand même un sport de grand. Hein. Le terrain, il est. Enfin, tu vois le truc au basket souvent que je dis à des gens qui débutent, enfin pas qui débutent, mais qui essaient un peu de comprendre. Tu vois un petit peu juste les bases un petit peu. Je dis ça reste un sport qui est joué sur un terrain qui est cubique et qui est pas plat. Le panier, il a plus de 3 mètres de haut, donc en fait, en réalité, c'est hyper important d'être grand parce que le truc, tu joues dans un cube et pas sur une surface plane, entre guillemets, d'où l'importance d'avoir ça. Et je pense que là où la taille est importante, l'envergure l'est aussi du coup parce que t'as des joueurs qui vont être plus petits, mais qui vont pouvoir compenser aussi par leur envergure ou le fait d'avoir un centre de gravité plus bas pour pouvoir se battre un petit peu potentiellement au post-up. Tu vois, si un mec comme Kyle Lowry, il a été aussi chiant défensivement sur des joueurs bien plus grands, c'est parce que bon, déjà t'as une intelligence de jeu qui était supérieure et t'as aussi un corps qui, malgré le fait d'être à la base petit, a des dimensions dans cette petitesse qui sont avantageuses entre guillemets. Donc c'est aussi, tu vois ce que tu disais avec qu'est-ce que tu fais de ton corps en fait, il y a ton corps et il y a aussi qu'est-ce que tu peux en faire entre guillemets quoi. Tu parles de l'arrière-train de... Il y avait pas que son arrière-train, mais ça faisait partie Bon, aussi les du. cubiques. Mais, mais c'est vrai que, tu vois, quand c'est intéressant que tu mettes la défense en avant, parce que c'est un pan ultra important, aussi important que l'attaque. Mais quand on fait souvent les profils de scouting dans nos boards, et pour le ball handler, c'est très peu mis en avant. En fait, la principale question qu'on se pose initialement, c'est qu'est-ce que tu vas générer en attaque? Et défensivement, c'est un problème que va avoir le coach dans son système. Mais c'est C'est moins pas mon intrinsèque. problème à moi, c'est ça le problème de Non, mais l'équipe qui va le vrai, drafter. c'est vrai que il y a des joueurs qui sont pris pour la défense. Ouais. Souvent, ça se passe pas bien, en vrai. Quand t'es un très bon défenseur, enfin, ça va te faire la classe entre les grands joueurs, tu vois, tout en haut. Mais si tu regardes cette année dans nos évaluations, dans nos scootings, la plupart des mecs tout en haut, on va regarder ce qu'ils vont générer en offense, Ouais. plutôt que ce qu'ils vont te coûter en offense. Ouais. Et on va arriver sur cette question défensive parce que Anthony Edwards, par exemple, on le cite beaucoup aujourd'hui, on peut parler de Tyrese Haliburton. Tyrese Haliburton, pourquoi est-ce qu'il est drafté en 11e ou 12e position? C'est parce que les gens se disent qu'est-ce que je vais en faire défensivement avec cette latéralité catastrophique, et est-ce que je vais pouvoir projeter cette attaque? Parce Ouais. que ses dimensions physiques, ses qualités athlétiques, que ce soit en puissance ou en vitesse, semblaient très difficiles, en tout cas à projeter et à rendre viable au niveau du dessus. En plus de ça, t'avais une mécanique de tir. On a évolué depuis 2019 quand même sur le tir, sur le fait qu'il faut que ce soit orthodoxe ou pas. Et enfin, c'est un joueur qui à l'époque à Iowa State était pas le joueur qui jouait le plus de possession dans le scoring. C'était pas la plus grosse menace de scoring. C'est un gars qui s'appelait Russell Bolton, par exemple, qui a jamais existé en NBA. Et si je dis pas de bêtises, c'est Russell Bolton à Iowa State. Et donc, Tyrese Haliburton, on a un peu sous-évalué ce corps et cette intelligence de jeu. Et donc, il finit drafté bien derrière des Patrick Williams et des Isaac Okoro qui aujourd'hui sont des joueurs et encore j'ai cité 4 et 5 qui jouent hein, mais faudrait regarder qui sont 6, 7, 8, 9, 10 etc. Et on se dirait bon bah en fait avec Haliburton comme Jay Balas l'avait dit aurait dû être le 3e, 4e joueur de cette QV parce que Jay Balas l'avait très très haut et nous on avait dit mais n'importe quoi ça marchera pas Jay et en fait bah, il avait raison. Ouais. Après, je pense qu'il y a un peu un fantasme du grand porteur de balle qui fait que t'as pas de limite en défense. Tu vois, SGA, quand tu sais qu'SGA c'est le pire défenseur de son équipe, t'es là, bon. Pas.
Alors oui, tu vois, pour moi, ça reste quand même ça reste un joueur à compromis défensif, mais vraiment très, 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 très léger, quoi. Si c'est ça ton plus gros problème défensif, c'est comment je vais cacher J et t'es là genre, ah bah, c'est bon. Et tu vois, ils ont construit une équipe qui est fantastique parce que ils ont une défense d'élite et je pense que ça part aussi du fait que bah t'es inattaquable en fait. T'as pas de, tu vois, t'as pas de points faibles entre guillemets et c'est là où même une équipe d'Orlando elle est capable de tenir 3 cartons sur 4 contre Boston parce que pendant 3 cartons tu peux attaquer personne et en fait bah sauf que tu vois t'as des mecs qu'à un moment qui rentrent c'est Cole Anthony et puis bah là tu te prends une avalanche sur la tronche ou t'as Et des bah, mecs à l'inverse Goka Bitadze c'est pareil tu te prends une avalanche parce que le mec ils font du switch all et que le mec il peut pas tenir son switch quoi donc entre guillemets la défense je comprends pourquoi quand t'évalues des prospects, tu t'évalues pas ça parce que tu vas pas forcément, enfin, t'as d'autres choses à penser entre guillemets. Mais moi, du coup, qui est plus un œil de personne qui regarde du basket NBA compétitif et qui évalue les équipes, je suis obligé. Tu vois, genre, je suis là, genre, ok, mais du coup, genre les 24 minutes où il a pas le ballon, qu'est-ce qui se passe entre guillemets quoi. En fait, l'idée de la défense, en fait, je crois que c'est d'évaluer l'attaque, comment dire, la capacité d'attaque, son niveau d'attaque, pour voir si la défense va être importante, en fait. Ouais. Et plus le niveau d'attaque du prospect va être, comment dire, pas élite, plus on va regarder la défense pour savoir si les deux peuvent se compenser, quoi. c'est ce qu'on s'est fait Oui, pour la Melo Ball. La Melo Ball, bon, qui défend des peanuts, c'est qui défend toujours pas. Bon, qui a des problèmes de blessure en plus de ça, mais mm. la Melo Ball, tu te disais, bon, bah, en fait, l'arme offensive et ce qui va me créer sur un terrain et ce qui va m'ouvrir comme jeu Ouais. est tellement exceptionnel qu'en plus, nous, on disait souvent, est-ce qu'il a les outils pour défendre? Tu vois, si bah, justement t'es Mm. grand, que t'as des longs bras, que tu peux un peu me switcher, etc., ça nous suffira. Anthony Edwards, pareil, il défend des peanuts. Hein. Anthony Mm. Edwards, bah, pour moi, c'est un des pires prospects défensifs que j'ai vu. Ah ouais. C'était horrible, mais Georgia était une équipe pourrie. Hein. Mais Ouais. il remontait le terrain en marchant, il se laissait passer, il disait, ah, je m'en fous. Et après, il a dit, je vais être defensive player of the year. Et je lui ai dit, toi? Et il arrive en NBA, il a défendu. Je me suis dit, bah oui, tu sais faire. Et donc on se dit, ok, est-ce qu'ils Mm. peuvent faire ou pas? Et ce que tu disais en playmaker défensif, Anthony Black, parce que tu as parlé d'Orlando, par exemple. Moi Anthony j'adore. Black, J'adore. ah voilà, t'adores, moi je déteste. Parce qu'Anthony Black, alors je déteste. J'adore l'idée. J'adore l'idée. Pas le Voilà, joueur, j'adore l'idée pour l'instant. c'est ça. C'est que, en gros, il est arrivé à Arkansas et on s'est dit, ok, c'est un meneur de 2 mètres qui peut défendre tout le monde. Mais ce garçon-là, Il il a shoot pas de pas. tir. Ouais. Il a pas de tir. Et en termes de création balle en main, il passe très bien. Mais il n'arrive pas à créer un décalage. Il a pas de variation de vitesse. Il y a beaucoup de Euh, déchets aussi. Parce il qu'il a son tente des corps. trucs, Et mais c'est ça. C'est il envoie le ballon dans la bonne attention. Et ce qui est fort avec Anthony Black, ce qui est bien, c'est qu'il envoie le ballon là où le joueur doit être. Moi, c'est une qualité que j'aime beaucoup. Je prends de l'avance. C'est un truc de quarterback. C'est que t'envoies pas la balle là où le joueur qui va le recevoir doit être. Enfin, et déjà, pardon, mais là où il doit être pour générer un panier. Donc, si je te l'envoie et que tu sors du flare screen et que la balle, elle arrive pile quand tu sors du flare screen pour tirer, t'es un meilleur passeur que si t'envoies le ballon au mec qui est dans le corner parce que tu sais qu'elle va arriver là-bas. Anthony Black avait ça, mais il y avait tellement de limitations à côté que je me suis dit, mais en fait, ce sera pas un ball handler. Donc beaucoup de gens l'ont cassé dans leur catégorie mm. ball handler secondaire, qui pourra initier du pick and roll. Et moi, j'ai dit non, ce mec-là, c'est un connecteur qui va être un connecteur dit élite, souille un jour, je l'espère, et qui, une fois qu'il aura mis ça en place et qu'il pourra peut-être jouer, pourra faire quelques passes. Et donc, ça me l'a fait beaucoup descendre et je l'avais pas du tout dans mon top, je l'avais pas l'Autriche, je crois que je l'avais même pas dans mon top 20 parce que je le voyais pas viable du tout dans un système de jeu. En tout cas, qu'on lui donnerait pas assez enfin, qu'il aurait pas assez de capacité de tir et de, comme tu disais, de gravité au scoring pour avoir le droit de jouer 10 minutes en NBA. Bon, il arrive dans une équipe d'Orlando, en fait, où, le GM il dit que si tout le monde il fait 2 mètres 5 et ben on adore et si tu défends on adore donc il peut jouer un petit peu mais on voit très rapidement le genre de limite qu'a ce garçon aujourd'hui. Ouais, lui il défend. Ouais. Et alors, on a parlé du scoring, de la taille et du maniement de balle. Et en fait, il y a un truc que vous évoquez depuis le début, hein, que vous n'avez pas, comment dire, exploré plus que ça, c'est la passe en fait. Azad, comment tu vas valoriser ce qui est un bon passeur ou juste
un gars qui met la balle au bon endroit dans un système, en fait. Bah, je pense qu'après, c'est aussi différent. Une fois que tu es arrivé au porteur de balle primaire, c'est les différentes sous-cases du porteur de balle primaire, entre guillemets. Mais du coup, tu as ceux qui peuvent créer par la passe et tu as ceux qui profitent de la création par la passe, entre guillemets. Et tu vois, on parlait de Tatum et de son passing. Pour l'instant, très bon passeur qu'il est en train de devenir. Ça, c'est en train de devenir un très bon passeur fonctionnel. C'est-à-dire qu'il va pas casser un truc avec la passe. En fait, déjà, il casse un truc parce qu'il est dans un spacing qui est tellement gargantuesque que c'est beaucoup plus facile de créer un décalage. Et ensuite, il est quand même devenu très bon depuis le post-up. Même, tu vois, il est pas mal blitzé. Il arrive quand même pas mal à s'en sortir. Déjà parce qu'il est grand, il est immense. En vrai, genre, Tatum, physiquement, il est immense. Il doit faire, je sais pas combien il est listé, mais il doit faire 6-10 en vrai, je pense. Parce que il fait la taille presque d'un intérieur, quoi. Et du coup, bah, pour la passe, ça facilite beaucoup de choses. Et du coup, bah, la taille dans la passe, tu vois, en fait, tout ce qu'on dit à chaque fois, ça se rejoint. C'est pour ça qu'on a parlé beaucoup de la passe dans la taille et dans le scoring. C'est parce que ta gravité au scoring te permet d'avoir des meilleurs angles de passe. Ta taille te permet d'avoir aussi des meilleurs angles de passe. Et du coup, si t'es pas forcément très grand, il faut que tu sois un passeur de génie, Trae Young, Darius Garland. Après, t'as des mecs comme Tyrese Haliburton qui ont le scoring, la taille et la passe, et du coup, bah, ça fait des trucs qui fonctionnent extrêmement bien. Mais ces mecs-là, ils peuvent du coup manipuler la défense par la passe, et du coup, ils ont pas forcément besoin d'avoir un immense décalage en amont, alors que t'as des créateurs de balles primaires comme Zion, je le mets dans le truc entre les deux, et ensuite t'as des mecs genre bah, les Tatum, les Edwards, ces mecs-là qui tu vois, ils ont besoin du décalage en avant pour pouvoir en profiter avec de la passe, alors que t'as d'autres catégories de porteurs de balles qui cassent la défense avec leur passe. Donc je pense que à l'intérieur du porteur de balle primaire ou secondaire, t'as deux catégories de passeurs entre guillemets, mais dans tous les cas, il te faut des mecs qui soient déjà volontaires à passer le ballon, parce que c'est pas toujours le cas. Tu vois, c'est même ce qui va faire que tu vas être un porteur de balle secondaire plutôt que primaire potentiellement. Tu vois, Tyrese Maxey, Jalen Brown, c'est pas des mecs qui sont énormément portés sur le partage du ballon, je trouve, tu vois. Donc après, bon, bah oui, ça perd pas de ballon, Tyrese Maxey. Et en même temps, pas de passe. Tu vois, donc t'as un peu ce truc-là et oui, c'est un peu c'est cette dimension-là. Mais d'un autre côté, genre, faut aussi pouvoir en profiter des décalages. Et tu vois, Tyrese Maxey était peut-être beaucoup plus bon dans un rôle de porteur de balle secondaire à côté d'Harden et Embiid. Parce que shoot incroyable, vitesse à faire devenir quelqu'un complètement fou, alors qu'en primaire, du coup, bah, vu qu'il n'y a pas trop le passing, bah, déjà parce qu'il n'y a pas forcément la taille aussi pour pouvoir l'exploiter, ni trop la création de décalage, bah, c'est moins bon, entre guillemets, c'est un peu plus gênant. Donc je pense que peut-être la passe, c'est aussi un des choses qui fait que tu vas monter d'une case à une autre, et à quel point, du coup, tu casses par la passe, ou tu vas juste punir, ou rien que tu vas être capable de la faire ou pas, quoi. Ouais, bah, je rejoins beaucoup ça. Quand on regarde la passe, on regarde déjà est-ce que tu peux, alors, passer des deux mains évidemment, passe lobée, passe direct, passe au sol. Est-ce qu'en gros tu as plusieurs angles de passe? Est-ce que tu comprends la situation? Est-ce que tu comprends que ton grand, bah, il est pas capable forcément de récupérer un ballon qui va lui arriver dans tes pieds ou pas? Et donc est-ce que tu peux adapter aussi ta façon de passer aux joueurs? Comme j'en ai parlé, je reviens pas trop dessus là. Je value énormément si tu es capable d'envoyer la balle dans le bon intervalle, là où le mec il doit être, là où le mec qui roule doit être ou pas. Ça se voit très rapidement, encore une fois sur les trappes. Un joueur qui peut gérer une trappe ou pas, c'est en NBA. Moi j'ai subi Zach LaVine. J'ai adoré Zach LaVine pour plein de choses, mais j'ai subi Zach LaVine parce que Zach LaVine ou DeMar DeRozan, ce genre de mecs-là, sont pas des ball-handlers principales parce que quand tu les trappes sur du pick and roll, ils sont pas capables de faire cette passe. Kobe White, encore pour mes fans des Bulls là, ils sont pas capables de faire ce genre de passe quand tu vas les monter. Devin Booker a appris à le faire. Devin Booker a mis ça en place dans son jeu au fur et à mesure de pouvoir gérer ses prises à deux quand il râlait l'été que Joachim Noah lui mettait des prises à deux pour pouvoir envoyer quelques passes. Et ensuite, il y a les joueurs de drive and kick et il y a les autres. Comme tu l'as dit, forcer la passe par ton jeu, on pense au Russell Westbrook, au Derrick Rose à l'époque. C'est que des joueurs qui ont pas forcément une vista exceptionnelle de base, qui vont pas être dans de la manipulation visuelle et autres, mais juste leur intensité et leur vitesse d'attaque vers le panier font que les défenses sont obligées de collapse sur ces joueurs-là, et ensuite derrière tu vas créer une passe sur le drive and kick.
on a des joueurs cette année dans la QV, on en parlera peut-être tout à l'heure ou pas, mais un Jeremiah Fears, par exemple, qui va être un joueur top 10, est un joueur de drive and kick. Mais ça va être la passe et ça va être dans une seconde intention. C'est parce que je mets de la pression au cercle et que je vais attaquer et que je vais obliger la défense à venir me contester que je vais trouver des occasions pour mes coéquipiers. Ça veut pas dire que c'est moins bien, mais c'est quand même pour moi un indicateur de un indicateur d'écart. Un Kate Cunningham, par exemple, était un passeur déjà abouti qui cherchait, qui savait trouver les mecs dans toutes les directions, qui comprenait vraiment la logique du terrain et qui avait vraiment une représentation 3D. Alors oui, il est très grand, donc il y avait ce fantasme-là. En plus, mais t'as des gars qui peuvent faire ça et qui vraiment comprennent la géométrie du cours. Garland, il a pas besoin d'aller faire la taille de Cunningham pour être aussi bon à la passe. C'est ça, il sait exactement quel mec va être où, etc. Il a vraiment ce truc-là. JJ Wadi, quand il faisait son podcast et qui parlait de Nikola Jokic, en parlait très très bien, entre autres. Oui. De cette représentation spatiale des joueurs. Nikola Jokic est dans un autre monde pour ça. Oui, j'en ai pas parlé dans les porteurs de balles, parce qu'en vrai, Nikola Jokic, tu peux le foutre dans tout. Ouais, tu vois. Ouais, mais parce que lui, le coup, il est implacable au scoring, il maîtrise le ballon. Enfin bref, la passe, elle maîtrise du jeu, du tempo, et c'est un porteur de balle de 2m11, donc bon voilà, c'est ça. Moi j'ai acheté son maillot aujourd'hui, là j'ai craqué Short City Edition parce que je me dis j'ai vécu dans une époque où il y avait Nikola Jokic et c'est assez rare que je craque pour un maillot, c'est pas trop mon truc, mais là le 52-80 j'ai résisté en février quand il était NBA Store, parce qu'il est à 200 balles aussi, là actuellement il est plus accessible, mais j'ai lâché ce maillot là, mais voilà, la représentation spatiale d'un terrain de basket, c'est quelque chose sur des garçons que tu peux appréhender. Et nous, on espère vraiment quand on évalue des gars au niveau inférieur qu'ils se fassent trapper. Vraiment, tu te dis, vas-y, trappez-les. Parce que si vous les trappez, moi, je vois comment le gars il réagit. Est-ce qu'il s'est désengagé avec son dribble? Est-ce qu'il peut maintenir le dribble, comme on le disait tout à l'heure, dans les petits espaces? Et en plus de ça, est-ce qu'il peut transmettre ce ballon sur cette ligne de coupe là, du rollman tout droit, ou quand la rota elle vient directement? Je pense à notre ami Igor Demin qui va la lâcher dans les corners. Et ça, tu te dis, ok, t'as ça, je vais gagner énormément de temps et je peux mettre mon joueur dans plein de situations. Il y a deux trucs, sur ça, il y a un truc, moi, par exemple, que j'ai remarqué avec Chris Haché, que lui a pas, du coup, c'est que Chris Haché, il est obligé d'avoir les épaules en face du mec vers qui il va envoyer le ballon. Tu vois, ce truc-là de genre, il fait un drive and kick et tu sais, c'est presque footballistique la manière dont il passe. Bon, il y a une progression au fur et à mesure de l'année, donc c'est pas des trucs. En gros, c'est de l'agilité en fait, c'est des muscles et des choses que, enfin, je veux dire, tu touches pas tes pieds à la base avant d'avoir commencé à bosser un peu sur ta flexibilité entrée corporelle, tu vois. Donc ça aussi, d'avoir le corps qui peut envoyer un peu des balles dans tous les sens et tout, selon d'où est le ballon, où est le joueur et tout ça. Je pense que c'est des trucs à travailler. Et ensuite, faut pouvoir envoyer le ballon fort et rapidement. Et je trouve que c'est la vitesse à laquelle le ballon traverse l'espace, dans comment on évalue les passeurs, c'est un truc qui est très rarement discuté, alors qu'en vrai, c'est une skip pass, la différence entre une bonne et une mauvaise skip pass, parfois, c'est à quel point elle va devoir monter haut pour pouvoir retomber, pour pouvoir arriver, le temps qu'elle prend. Et encore une fois, les mecs qui partent de plus haut, Jokic, quand il t'envoie une skip pass d'un côté à l'autre du terrain, elle a pas besoin de remonter pour redescendre parce qu'il est déjà plus haut que tout le monde. Donc il t'envoie un boulet de canon, mais le boulet de canon, il a pas à monter et descendre. Et du coup, tu vois, la vitesse à laquelle tu peux toucher une autre partie du terrain aussi, c'est hyper important. Et du coup, à une main encore plus qu'à deux mains, tu vois, et justement utiliser aussi les passes avec rebond et tous ces trucs-là. Mais ouais, je pense que à quel point tu peux genre envoyer le ballon là où ton corps n'est pas, de manière avec la vitesse et des angles que ton corps peut aussi accepter, entre guillemets, quoi. Clairement. Et si t'as pas ça, faut être comme Dylan Harper et être capable de splitter les trappes. Ou ce que Donovan Mitchell fait, split la trappe. Un ball handler, parce que ça pour moi c'est le skill élite qui va te mettre tout en haut. Si tu vois une trappe, encore une fois, parce que c'est vraiment l'action défensive, la prise à deux qui va séparer les très 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 grands joueurs et les forts joueurs. Si tu vois une trappe et que tu peux passer au milieu, ou la contourner et tout, et péter, refuser l'écran et tourner, tout ça, bah alors dans ce cas-là, la passe elle va devenir un peu plus accessoire parce que t'as tellement de choses dans ton dribble et dans ta compréhension et ta réactivité, dans ta vitesse d'exécution que
que les défenses NBA, ça va être du beurre pour toi. On a défini deux colonnes en fait d'un big board horizontal, ball handler primaire et secondaire. Est-ce que tu peux mettre des noms? Est-ce que tu serais capable, enfin je sais que tu es capable, mais qu'est-ce que tu mettrais comme nom dans ces deux colonnes, comme ça pour des noms qui te viennent en tête de joueurs NBA que tu mettrais plutôt en primaire et en secondaire comme ça? Bah, en primaire, il y a différentes catégories, mais du coup, c'est les mecs qu'on a dit, bah, Jokic, par exemple, Doncic, Tyrese Haliburton, même si tu vois, son volume le truc, c'est qu'il avait pas mal évolué off-ball aussi cette saison, parce qu'il a commencé blessé, donc après, je pense que ça dépend aussi des saisons. Jalen Brunson, même s'il peut jouer off-ball. Donc après, t'as ces mecs-là qui ont pas besoin d'être ball dominant pour être des porteurs de balles primaires. Après, t'as les Kay Cunningham qui, eux, jouent beaucoup plus avec le ballon. Et malheureusement, tu vois, Banchero, je trouve qu'il y a même trop de portage de balles, donc je sais même pas si je le mettrais là-dedans. Et tu vois, un mec comme Ja Morant, je le mettrais en porteur de balles primaire. Mais tu vois, je me demande à quel point du coup l'avoir lui comme porteur de balle primaire dans ton équipe, c'est pas aussi potentiellement parfois une limite, parce que le mec casse entre guillemets certaines structures défensives, mais n'a pas un scoring efficace. Donc en réalité, tu vois, c'est un peu ce truc-là de à quel point t'as pas aussi un plafond quand certains de ces mecs-là deviennent tes porteurs de balle primaires. Bah, tu vois, ça, dans notre évaluation, on a souvent cette discussion, il y a des mecs qu'on met en porteur de balle primaire, mais pas efficace. Il y a des joueurs, on les a tu peux créer une attaque dessus, mais ce serait une mauvaise attaque. C'est une attaque qui va t'emmener qui peut t'emmener jusqu'en playoff, parce que le système va fonctionner, mais ta limite, ça va être ça. Et en fait, on se dit, bah, si t'arrives déjà à amener l'équipe en playoff, t'as une value, et donc, on va te mettre très très haut. Mais des fois, on se dit, ce mec-là, c'est sûr, il peut emmener une équipe en playoff, mais ce sera la limite de ça. Il va être un bon seed 7 qui va se faire sortir 4 ans en premier tour. Mais c'est déjà, si tu peux faire déjà ça, tu coûtes 25-30 millions et donc t'as un bon choix de draft. Ouais, non, c'est sûr. Et après, tu vois, en porteur de balle secondaire, j'aime bien l'idée des mecs, sinon, comme Derek White, qui peuvent faire un peu tout ce que fait des porteurs de balle primaires, mais qui profitent quand même pas mal d'un premier décalage. Moi, j'aime bien ces porteurs de balle secondaires qui sont, entre guillemets, des connecteurs d'élite, tu vois, parce que du coup, un connecteur, c'est un mec qui profite d'un décalage qui a déjà été créé, et pour moi, un très bon second porteur de balle, c'est un mec qui est capable de faire ça à un tellement haut niveau et haut volume que ça en devient un porteur de balle secondaire plus qu'un connecteur, parce que sinon, du coup, en porteur de balle secondaire, j'ai l'impression que t'as un peu des profils limités, genre des Jalen Brown ou des Tyrese Maxey, qui en fait, du coup, sont pas capables de faire tout ça, tout ce qu'un porteur de balle primaire peut faire, et du coup, mais ils ont quand même besoin de porter le ballon parce que ils ont un tel statut, un tel niveau que tu leur fous quand même le ballon dans les mains, et t'arrives un peu à un entre-deux qui est pas forcément hyper positif, mais qui est difficile à trouver une manière de faire autrement. Donc c'est un peu là où je mettrais il y a du coup deux différents types de porteurs de balles secondaires, c'est les mecs qui peuvent pas être des porteurs de balles primaires, et les mecs qui sont des connecteurs élites du coup, et qui font des très bons seconds porteurs de balles. La logique qui se rejoint là-dedans, c'est que si t'es ça, faut être grand. Et là, je te rejoins totalement. Autant je peux avoir des plus petits ball handlers principaux, mais qui sont des stars, autant si t'es un ball handler secondaire qui va jouer plein de pick and roll, mais qui va toujours être en galère un peu pour les autres, ou qui va pas être assez efficace, sois pas petit, parce que tu seras juste un combo guard, et un combo guard au scoring, et c'est pas très apprécié, en tout cas c'est pas très utile sur du très très haut niveau, hormis quelques exceptions, mais voilà, de façon générale, vaut mieux être un ball handler secondaire comme ça, mais de grande taille, parce que tu pourras amener autre chose, notamment défensivement. Et t'as d'autres noms à donner, Hugues, sur les primaires et les secondaires? Je vais parler beaucoup de Denver. Jamal Murray, pour moi, est un ball handler secondaire actuellement, qui aurait pu être un ball handler primaire pas efficace dans un autre contexte. Pour moi, après les porteurs de balles secondaires, on a parlé tout à l'heure de Franz Wagner pour mettre un porteur de balles secondaire. Je pense que Scottie Barnes actuellement est un porteur de balles primaire, mais qui devrait être un porteur de balles secondaire, par exemple. Et en porteur de balles secondaire pas efficace, et je veux pas me mettre à dos les gens, mais Tyler Hero, pour moi, là-dedans. Zach LaVine, pour moi, là-dedans. Mais il y a cette limite-là qui va aussi avec le fait de générer des lancers francs. On en a très peu parlé aujourd'hui, mais un border de balle primaire,
pourra te trouver des fautes à plus ou moins haut volume quand les situations deviennent compliquées, parce que c'est des points faciles à haute efficacité et réguliers. On va enchaîner direct sur les prospects. Tu avais quelques prospects à nous annoncer pour la draft. L'heure principal, il y a l'évidence Dylan Harper, évidemment, parce que Cooper Flag est un peu à part et dans un mix au milieu, mais Dylan Harper, c'est un mec qui fait 1m96, 1m98, qui a des bras qui font 2m06, 2m08, qui est explosif au possible sur son premier pas, qui va très vite, qui monte haut et qui, pour le coup, a cette qualité de dribble où des deux mains, il est capable de garder la balle dans des intervalles ultra petits. Il est capable de gérer au niveau de la pression, il est capable de changer de direction, il a ce truc qui peut splitter les pick and roll. Et il l'a fait toute l'année parce que Rutgers est une équipe très très faible et donc les défenses sont concentrées sur Dylan Harper a le ballon, on monte sur le Dylan Harper et il a dit en fait je m'en fiche. Moi je peux naviguer, aller où je veux sur le terrain. Et c'est un joueur qui, pour le moment, ses limitations, ça va être un peu comme les Shai Gilgeous-Alexander dans un premier temps et Ja Morant aussi. C'était justement le fameux pull-up à 3 points quand on passe sous les écrans. C'était est-ce que à mon avis tu peux être capable de tirer à haute répétition. Shai a montré que oui, plus facilement que Ja Morant pour le moment. Et Dylan Harper avait ce côté des fois, t'en parlais tout à l'heure, Azad, de mettre les deux mains sur le ballon. Au début de l'année, tu comprenais pas, et notamment moi cet été avant entre le lycée et la fac, tu comprenais pas pourquoi des fois il arrêtait sa balle dans ses mains pour aucune raison. Il rendait la possession stérile alors qu'en fait il y avait des espaces et tu pouvais conserver ça et qu'en plus t'as les qualités de dribble pour le faire. Mais voilà, Dylan Harper est l'énorme prospect là-dessus. Et ensuite, parce qu'on a une cuvée de ball handler, c'est pour ça que cette cuvée elle est aussi excitante pour les gens et qu'elle est aussi regardée en dehors de Cooper Flag, c'est que par rapport à l'an dernier où tu avais très peu de garçons qui étaient capables de créer du jeu balle en main, la preuve, on a parlé de Stephen Castle comme un porteur de balle et Rookie of the Year, c'est vous dire à quel point la tristesse de la création individuelle s'est faite l'an dernier. On a un garçon qui a pas mal fait parler de lui en tant que Kasparas Yakuchonis, le Lituanien, qui aussi, pour faire plaisir à Azad, est un meneur qui fait 1m96-98. Donc on est encore sur ce truc-là et qui pour le coup est capable de se créer du décalage, qui pour le coup est capable de se créer son tir extérieur avec des step back à 3 points et des side step à 3 points qu'on n'avait pas soupçonné, qui a une forte qualité de passe, mais lui son défaut. Pourquoi c'est pas Luka Doncic? Parce que il peut exploser au contact et que le ratio assist-turnover est très faible. Donc c'est-à-dire qu'il perd quasiment autant de ballons que de passes décisives et ça c'est problématique. C'est les deux très gros noms et après je te laisse m'orienter sur d'autres garçons et je suis ton homme. Ah non mais c'est toi qui dois présenter. Mais en fait je voulais juste préciser que Kasparas et Yakuchonis et Dylan Harper ils sont proches des 24% d'usage et 60% de true shooting. C'est quelque chose qu'on regarde beaucoup. Dylan Harper, je crois qu'il est à 30% pratiquement. Parce que moi, du coup, plus j'en entends parler de Dylan Harper, plus je me dis, mais à quel point il est fort ce Cooper Flag pour que Dylan Harper il soit que numéro 2. Il est très fort. C'est un mix pour moi intéressant entre un Kate Cunningham et un Scully Barnes. Voilà, tu prends un peu ce deux genres de profils-là, tu mix and twist, et tu as ce gars-là, mais franchement, à part Victor, il est numéro 1 de draft dans quasi toutes les QV. Et du coup, Dylan Harper, c'est pas injuste pour lui, mais Dylan Harper aurait été numéro 1 l'an dernier. Dylan Harper aurait été sûrement numéro 1 l'année d'avant Victor, possiblement. Et Dylan Harper, à l'époque de Victor, il aurait été numéro 2. Tu vois, il serait passé, je pense. Parce que Dylan Harper ressemble beaucoup à Scoot Anderson, mais en beaucoup plus grand et en beaucoup plus long. Donc et du coup même défensivement, Dylan Harper, on sait que le plancher défensif il sera bon quoi. Donc on a une cuvée avec deux énormes monstres tout devant qui vont être très excitants à suivre. Hugues, 3 mots sur Edgecombe et 2 mots sur Ace Bailey. Je t'avais dit d'entrer là-dessus. 3 mots sur Edgecombe, explosivité en premier, plafond en 2, parce que justement je fais plus que 3 mots par tête. Est-ce que Bollandler secondaire principal? Pour moi, plus secondaire parce que dans un rôle de finisseur exceptionnel. Et shooting parce qu'il va falloir que ça se mette en place là-dessus. Mais il a les outils de dribble pour pouvoir péter des cercles. Et Ace Bailey,
pas ball handler. Voilà, Ace Bailey, finisseur. Ace Bailey, finisseur, genre de pick and pop, etc., pick and roll et tout, mais finisseur. Non, mais cette draft, elle est intéressante aussi pour lui, en fait. Parce qu'en fait, c'est un gars, on veut savoir ce qu'il va devenir en NBA. C'est un gars, il est mis numéro 3 partout, et on voudrait pas qu'il soit numéro 3 parce qu'on pense qu'il y a des joueurs avec plus de potentialité, mais on comprend qu'il va être numéro 3. Oh là, Enfin, c'est qui les teubés qui vont les prendre alors? bah, en fait, tu vois, c'est tellement dur parce que pour moi, ce sera un très bon joueur. C'est juste que il est dans une cuvée où il y a tellement de mecs qui peuvent faire des choses balle en main. Ça se trouve, il sera meilleur, enfin, il fera mieux ce qu'il doit faire que des joueurs qui seront la balle en main mais qui seront pas bons pour le faire. Ouais, s'il Euh, arrive à être dans son rôle, quoi. c'est ça. Mais tu vois, en termes de, tu vois, pour moi, Michael Porter Jr., c'est une belle projection pour Ace Bailey. En tout cas, je lui Ah, mais souhaite. c'est un des meilleurs shooters de la ligue. C'est un des meilleurs finisseurs de la NBA, quoi. Ouais. Vraiment, on parle de genre là, c'est le C'est son plafond. haut du panier, quoi. C'est ça qu'on doit viser. Mais on peut pas, tu vois, tous les joueurs, enfin, on enlève les grands, ne peuvent pas tous être des créateurs individuels de ouf. Et je pense que la réussite d'Ace Bailey, même si je suis pas un plus grand fan du garçon, est peut-être plus probable pour avoir 2-3 contrats et taper les 25-30 millions de dollars en tant que deuxième, troisième option offensive d'une équipe, peu importe le niveau dans lequel elle est. En tout cas, deuxième option offensive d'une équipe, on va dire mid, plutôt qu'un Igor Demin, un Kasparas ou un Nolan Traoré en tant que ball handler principal, mais pour lesquels ça marche pas. Ouais, parce qu'on n'a pas développé des joueurs européens, à part Kasparas. Ouais, bah Nolan, Il y avait Traoré. ouais, Nolan c'est un porteur de balle, c'est vraiment le genre de pick and roll quoi. Nolan c'est le joueur de pick and roll, c'est un mec qui lit excellemment bien le pick and roll, pour pas qu'il devienne le cliché du français ball handler qui arrive pas en NBA, coucou Kylian, il va falloir qu'il shoot mieux. C'est obligé, qu'il shoot mieux ballon en main, qu'il shoot mieux loin du ballon. En plus de ça, il a pas forcément les outils défensifs de fou. Donc Nolan, il y a des scénarios pour lesquels ça marche pas, et le pire scénario pour Nolan Traoré, c'est d'arriver dans une équipe où il y a déjà un fort ball handler et qu'on lui demande d'être un gars off-ball, et lui, il a pas les outils, enfin les armes de base, c'est pas son point fort de faire ça. Sauf que tu regardes le fond de la QV, dans les équipes qui vont drafter haut, la majorité d'entre elles ont déjà leur ball handler principal à qui aura des responsabilités. Alors il n'y a pas toutes, mais la majorité. Et à Z, Nolan Traoré, il fait 1m95. Juste pour te dire la taille. J'ai vu un peu de basket français cette année parce que du coup j'ai été un peu j'ai un peu bossé avec Guillaume Vizade. Du coup j'ai un peu suivi le basket français cette année, ouais. Du coup j'ai très hâte de voir Noah moi en NBA. J'ai très hâte de voir où est-ce qu'il va être drafté. J'aimerais bien qu'il soit drafté à Boston. En plus ça Ce serait le pire truc possible pour un Nolan Traoré. Hein. Ah non, non, je parlais de Noah là pour le coup. Ah, SNG. Non, Penda. Ah, Penda, d'accord, ok. C'est le prospect, c'est le mec qui se présente à la draft que je connais le mieux. Noah. Enfin, Ok. c'est le joueur que j'ai le plus vu jouer qui se présente à la draft. Donc, On finit, Hugues. Tu nous fais un petit classement, toi, de tes ball handlers pour la QV 2025? Cooper Flag. Non, Cooper Flag à part. Vraiment à part parce que tu peux faire plein de choses. Dylan Harper. Yakuchonis. Nolan Traoré. Jeremiah Fields. Dans du drive and kick. Et on va dire Igor Demin. Pour vraiment les joueurs qui vont jouer du pick and roll, initier du pick and roll. Parce qu'après, tout ce qu'on a dit pour les équivalents Jokic-like, il y a des garçons comme Derek Quinn, par exemple, qui seront pas Jokic, mais qui ont ce rôle de hub offensif, passeur de forward intérieur qui peut passer, créer du jeu autour de lui, mais un peu différemment. Et L'autre gars du côté de Michigan aussi. Danny Wolf, ouais. Mais Danny Wolf sur du mouvement. Enfin, c'est des grands qui passent trop bien, c'est super, c'est cool à regarder, c'est très nerd et tout ça, mais allez voir ces garçons-là passer le ballon, et en intérieur aussi, si vous aimez les intérieurs passeurs, Thomas Sorber à Georgetown ou Sorbet Citron, c'est cool à regarder, et Thomas Sorber dans des équipes compétitives, c'est sympa. Azad, Hugues, on va se quitter. Merci beaucoup pour ce long podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast qui va peut-être être un qui est avec Pierre. N'hésitez pas à liker et à diffuser
auprès de vous ou loin de vous les podcasts, les Scouting Reports qui sortent chaque semaine. C'est assez intense. Le Big J'ai Board, bossé, hein. un coup d'œil, mais alors le Big Board, alors il faudrait relancer, mais je vais pas relancer parce que sinon on finira pas. Mais le Big Board c'est compliqué parce que là il y a tout le monde qui se désiste pour la draft. Il faut regarder les actualités, c'est drôle. 106 de l'NCA, c'est ça? Il y a Ouais, 106 prospects 106 prospects, donc c'est le plus faible total depuis 2015, c'est ça? voilà. Donc ça te Et passe, explication entre parenthèses pourquoi? Parce que en fait les mecs touchent plus d'argent à la fac. Voilà. Elle est très bien cette explication parce qu'elle est très courte. Merci beaucoup Azad. Merci beaucoup d'être passé. Bah, avec plaisir. Désolé d'avoir pris autant de temps. Très bien, c'est Emmanuel qui va nous gronder, c'est tout, il n'y a pas de problème. Merci Hugues, merci Azad encore une fois. À bientôt, courage et bonne humeur. Ciao. Que de l'amour.